tous et merci de votre présence. J'en profitais pour faire un petit point sur l'activité de notre chaîne YouTube. Bonne nouvelle, il y a eu 680 personnes qui ont visionné notre nouveau tutoriel sur le son consacré à la post-production. Et vous allez pouvoir poser tout de suite des questions sur cette introduction à la nouvelle campagne de formation de FFCB. Dans l'actualité, je dois vous dire qu'il y a un nouveau tutoriel sur le PAD, qui est le prêt à diffuser, qui sera bientôt en ligne, suivi de la suite des tutoriels sur le son. Aussi dans l'actualité, vous avez une nouvelle émission en direct qui est en préparation, qui s'appelle Carte Blanche 1. Donc le principe de cette émission, un réalisateur mettra un de ses films en ligne et vous pourrez lui poser des questions lors d'une émission en direct. Alors, je présente l'équipe aujourd'hui. Donc, Norbert qui transmettra vos questions. Bonjour Norbert. Bonjour. Daniel qui répondra à toutes vos interrogations. Bonjour Daniel. Et Patrick qui est à la technique et qui est là aussi pour répondre à toutes les questions pratiques. À toi Norbert, je te passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, ça monte tout doucement. On est à peu près une vingtaine pour l'instant connectés. Je serai court. Vous avez tous suivi l'excellent tuto que Daniel a fait pour présenter tout ce qu'il va nous apprendre au niveau du son, aussi bien du montage, de comment nettoyer un son, comment faire les corrections, puis après comment faire le mixage et comment le diffuser. Du coup, je vais laisser tout de suite la parole à Daniel, mais avant, et comme ça laissera aussi arriver un petit peu les gens et aussi arriver les questions. Avant, j'aimerais, Daniel, que tu nous expliques ton setup, quels conseils tu donnes pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir faire du travail post-production sonore dans de bonnes conditions. Bon. Bonjour à tous, effectivement, oui, je suis très heureux de vous retrouver sur ce direct. C'est toujours très intéressant de parler aux gens, enfin là, pas tout à fait parler, mais disons de communiquer facilement avec tout le monde. C'est le premier tutoriel qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est simplement une introduction sur les différentes étapes de la post-production. J'ai fait quelque chose de très général, comme vous avez vu, évidemment, on ne rentre pas dans les détails, on reste très à la surface des choses. On va rentrer, bien sûr, dans les détails au fur et à mesure des tutoriels qui vont arriver, comme vous disait Norbert à l'instant, le montage, les corrections, le mixage et la diffusion. Dans ce tutoriel, celui que vous avez vu, à la fin, je donne quelques précisions, mais qui peut-être demandent à être détaillées, à mon avis, c'est vrai, sur le matériel d'un petit studio de post-production dans lequel vous allez travailler dans de bonnes conditions. Voilà, alors je parlais de l'ordinateur. Bon, l'ordinateur, je crois que c'est quelque chose que tout le monde maîtrise, connaît, notamment en termes de puissance, en termes de processeur. Qu'il faut évidemment travailler toujours sur des disques SSD maintenant pour avoir suffisamment de commodité, surtout pour la vidéo, pour le son également, mais la vidéo particulièrement. Donc ça, je laisse ça de côté parce que vous en savez largement autant que moi. Par contre, pour tout ce qui concerne le son proprement dit, il y a deux choses importantes. La première, ce sont les interfaces. Les interfaces audio. Alors sur vos ordinateurs, vous avez une carte son, évidemment, vous avez un branchement à l'arrière de votre ordinateur, vous pouvez brancher un casque, vous pouvez brancher des enceintes, selon les ordinateurs, c'est tout à fait valable, il n'y a pas de problème particulier. Mais dès l'instant où vous avez besoin de manipuler le son, de le régler, selon des caractéristiques assez précises qu'on rappellera justement tout au long de ces vidéos, une interface audio comme celle que je vais vous montrer là. Alors là, vous voyez donc les interfaces audio dites USB. Et d'ailleurs, vous retrouvez celle que j'ai placée dans le tutoriel, la Focusrite Scarlett 2i2, troisième génération, qui vous permet qui vous permet un certain nombre de choses. Alors je vais l'ouvrir pour que vous regardiez un petit peu mieux. Voilà.
Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez des entrées pour les micros. Donc si vous voulez enregistrer une voix off, eh bien, il suffit de brancher le micro sur une des deux entrées. Vous avez donc des réglages de gain pour monter le niveau de la préamplification. Vous avez surtout quelque chose de très intéressant, c'est une touche qu'on appelle Direct Monitor, qui vous permet de monitorer directement sans passer par l'ordinateur. Et ça, c'est très important parce que ça va vous éviter d'avoir le délai. Quand vous passez sur un ordinateur et quand vous écoutez ce que vous faites en ordinateur, vous avez un délai entre ce que vous dites dans le micro et ce que vous allez entendre dans votre casque ou dans vos enceintes si vous êtes dans la pièce à côté. Alors que là, grâce à cette petite touche, vous l'entendez directement sans avoir besoin de rien régler. Donc c'est très précieux. Alors voilà, bon, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est quelque chose de très simple. Vous la branchez en USB. Et puis là, vous avez la sortie USB que vous branchez directement sur votre ordinateur. En général, c'est immédiatement reconnu. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pas d'installation en général de pilote. Ça se fait très facilement. Voilà. Alors ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième, qui est malheureusement nettement plus coûteuse, c'est le monitoring. Alors, je vais revenir sur les enceintes de monitoring et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, ce sont des enceintes dites de proximité active. Active, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le préamplificateur est inclus dans l'enceinte. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de passer par un amplificateur externe. Ce qui est préférable parce que l'amplificateur externe, il va teinter votre son. Il va, selon les amplificateurs, selon le constructeur, il va légèrement altérer les réponses en fréquence sur certaines fréquences. Or, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une réponse complètement linéaire, c'est-à-dire qu'aucune fréquence n'étant favorisée par rapport aux autres. Elles sont linéaires. Quand vous regardez la courbe de ce qu'on appelle la réponse en fréquence, vous avez une ligne droite, tout simplement, une ligne horizontale. Alors là, donc, ce sont des enceintes que vous allez brancher sur votre interface, celle qu'on vient de voir, d'accord? Il y a deux entrées, deux sorties sur l'interface, vous branchez sur l'enceinte et vous réglez le son sur l'enceinte elle-même et vous n'y touchez plus. C'est-à-dire vous avez un réglage standard sur l'enceinte et vous n'y touchez plus. Par contre, tous les réglages que vous aurez à faire pour écouter plus ou moins fort, vous les ferez uniquement sur l'interface. Uniquement. Voilà. Alors, quelles sont les enceintes? Alors, vous voyez, ici, on a plusieurs catégories d'enceintes, mais moi, personnellement, je vous conseille d'aller dans une moyenne gamme, disons, on va dire autour de 350 € la paire. Je vais vous en montrer une qui me paraît tout à fait intéressante pour, justement, un studio du genre de celui que vous allez mettre en place. Attendez, je le cherche là. Voilà. Les HS5, les Yamaha HS5. Vous voyez, 379 € quand même, c'est un investissement. Mais là, vous avez quelque chose qui va vous garantir d'avoir un son qui ne sera pas déformé et qui vous permettra de travailler, surtout quand vous travaillez sur les fréquences, c'est-à-dire pour modifier certaines gammes de fréquences de la voix, des voix quand vous allez le faire sur les voix ou sur d'autres choses, hein, sur des ambiances, sur des bruitages. Vous allez avoir un outil qui va vous permettre de travailler d'une façon tout à fait, tout à fait saine, hein, c'est-à-dire sans déformation. Et surtout, quand si vous partagez votre travail avec un collègue, par exemple, avec quelqu'un avec qui vous voulez vous faites une partie, vous, du montage en post-production, et vous demandez à votre collègue d'en faire une autre, eh bien, vous allez avoir sur des enceintes de cette catégorie une identité de réponse, une identité sonore qui va vous permettre de travailler en collaboration. Voilà, ça c'est très important aussi. Voilà donc ces deux raisons d'adopter un matériel de cette catégorie. Alors maintenant, si vous avez davantage de moyens, évidemment, vous pouvez monter en gamme. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus tout aussi intéressantes, notamment Genelec. Ça, c'est des enceintes standards que vous trouvez dans les studios professionnels. Donc vous voyez, on est dans une gamme un petit peu au-dessus, c'est 500 € et une enceinte.
Donc 1000 € les 2 enceintes. Voilà. Mais encore une fois, vraiment, j'insiste, il ne faut pas lésiner. Voilà, c'est très important. Et puis, ça vous permettra de travailler dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant le matériel de base de votre studio. Autre chose aussi, installez-vous dans une pièce à la sonorité mat, c'est-à-dire dans laquelle il y a un minimum de réflexion sur les parois, moquette au sol, si possible, soit du liège, soit du tissu sur les murs. Également, reculez vos enceintes, ne les collez pas au mur, parce que le son se développe tout autour de l'enceinte, y compris à l'arrière de l'enceinte. Et donc, si vous bloquez le son en collant une enceinte sur le mur, vous allez perdre ces fameuses réponses. Vous allez perdre dans certaines gammes de fréquences, surtout dans les graves, vous allez perdre l'efficacité de l'enceinte. Voilà. Ça, c'est les 3 choses que je voulais vous dire. Donc, interface, enceinte de monitoring et installation dans un studio suffisamment mat. J'ai un genre de setup comme ça, de configuration. La petite carte Focusrite qui est très bien. Alors, tu en avais déjà parlé au niveau des micros. Il y a une chose qu'il faut faire attention sur ce genre de carte, enfin d'interface. Il y a une alimentation fantôme et avant de débrancher votre micro, pensez bien à couper l'alimentation fantôme avant de débrancher le micro pour pas l'endommager. Toujours remettre le niveau à 0 avant de couper. Hein. C'est très important, effectivement. Tu fais bien de le préciser. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous redire, donc, parce que moi je sais que personnellement dans mon club, beaucoup de gens sont en attente de cette formation, notamment de plus en plus de membres montent sur DaVinci et donc bénéficient du plugin Fairlight. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Ah oui, volontiers, oui, bien sûr. Bon alors DaVinci, tout le monde sait que c'était autrefois, ça a été pendant très longtemps, le logiciel de référence professionnel pour tout ce qui concerne la colorimétrie. Ils sont partis de là et tous les professionnels, y compris des gens qui travaillaient sur Media Composer, c'est-à-dire les logiciels professionnels de montage, systématiquement, lorsqu'ils abordaient l'étape de la colorimétrie, passaient sur DaVinci pour travailler à partir de ce logiciel. Donc c'est un logiciel de référence. Alors, dès l'instant où Blackmagic les a rachetés, Blackmagic s'est décidé de développer le logiciel au niveau du montage, dans un premier temps. Donc ça a été ça jusqu'à la version 14, je crois, ou 13 ou 14. Donc c'était un logiciel qui servait pour le montage, qui servait pour la colorimétrie, et c'était pratiquement tout. Au niveau du son, il n'y avait pas grand-chose. Et à partir de la version 15, ils ont inclus, alors là aussi ça c'est un rachat, parce que Fairlight c'était une entreprise à part, précédemment, ils avaient d'ailleurs développé tout un système très complexe de consoles, d'interfaces, sur lesquelles d'ailleurs j'avais travaillé quand j'avais commencé à travailler dans le BTS. On avait une console Fairlight, et ça, une fois racheté par Blackmagic, ça a été intégré. C'est pour ça que ça s'appelle Fairlight, ça a été intégré dans le logiciel, donc qui offre maintenant un setup complet auquel il ne manque strictement rien pour conduire une post-production de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'import des rushs jusqu'à la sortie, à la diffusion sur les antennes. Voilà, donc, alors sur le Fairlight proprement dit, malheureusement, je ne peux pas vous expliquer vraiment en quoi ça consiste. Vous le verrez très rapidement au fil des tutoriels qu'on va diffuser. Mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à envier au logiciel de référence professionnelle qui s'appelle Pro Tools, qui est évidemment ce que tous les professionnels utilisent maintenant dans les studios, mais qui présente l'inconvénient d'être dissocié des logiciels de montage. Donc il faut faire des passerelles entre Media Composer, Pro Tools, entre Final Cut, etc. Et la communication n'est pas aisée. Il faut passer par un logiciel spécifique qui convertit, c'est ce qu'on appelle un export AAF,
qui convertit de façon à ce que ces logiciels, enfin ces exports soient compatibles avec toutes les plateformes. Mais il faut faire des imports, il faut faire des exports, c'est compliqué. Alors là, comme vous le verrez, vous cliquez d'une fenêtre à l'autre et tout est absolument aligné et vous retrouvez votre fenêtre de montage dans la fenêtre Fairlight directement en cliquant sur juste un onglet et c'est tout. Et ce logiciel, donc Fairlight, comme je vous le dis, il est extrêmement puissant et il a beaucoup d'outils secondaires. Notamment, il a un outil que vous allez beaucoup apprécier certainement. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine, comme on disait avec Patrick, de faire un tutoriel spécifique pour ça, ce qu'on appelle l'ADR, c'est-à-dire l'Automatic Dialogue Replacement. C'est-à-dire, lorsque vous avez un doublage à faire, ce qui est trop fréquemment le cas dans une fiction, par exemple quand une prise de son n'a pas été réussie, ou que vous voulez faire une version dans une autre langue, une langue étrangère, un doublage, vous avez là un module qui va vous permettre très facilement, ce qu'on appelle donc l'option ADR, de faire ce remplacement de dialogue. C'est très important, c'est très utile et c'est extrêmement efficace. Voilà. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres choses. Je vous passe le détail, parce qu'on va pas épiloguer là-dessus éternellement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement puissantes. Et notamment, il y a intégré au logiciel des plugins qui vous permettent de faire vos exports PAD, c'est-à-dire prêts à diffuser sur n'importe quelle chaîne, que ce soit sur des chaînes de télévision dites normales, ce qu'on appelle le PAD selon certaines normes, mais également des PAD qui vous proposent déjà d'emblée d'aligner vos niveaux pour une diffusion YouTube, une diffusion Netflix. Enfin, vous avez vraiment absolument tout ce qu'il faut, quoi. C'est tout à fait remarquable et c'est gratuit. C'est surtout ça qui est important, c'est que c'est totalement gratuit. Alors je pense que pour vous, qui êtes des passionnés, pas seulement d'images, mais aussi d'informatique, pour beaucoup d'entre vous, ça vaut, à mon avis, la peine de faire une petite étape de reconversion et au moins, en tout cas sur Fairlight, d'aller approfondir tout ce que ce logiciel peut vous apporter. Enfin, ça nécessite quand même d'avoir des machines un peu puissantes aussi, quand même. Alors voilà, exactement. Quand on veut faire du traitement pour l'image, surtout. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis dans le tutoriel. Il vous faut un ordinateur puissant. Et non seulement il vous faut un ordinateur puissant, mais à moins d'être vraiment au top du top de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, chez Apple, la nouvelle puce M1, vous savez, par exemple, à moins d'être à ce niveau-là, vous allez être obligé, surtout si vous faites du multicam, comme ça va être le cas justement dans le premier tutoriel que vous allez voir prochainement, il va falloir faire ce qu'on appelle des proxys. Des proxys, c'est-à-dire remanipuler vos rushs pour pouvoir les diffuser en basse résolution, de façon à travailler commodément. Mais ce qui, évidemment, n'altère absolument pas la sortie finale qui va être, bien sûr, qui va retrouver les fichiers originels dans leur pleine résolution, bien sûr. Mais c'est juste pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a une étape supplémentaire de fabrication de ces fichiers proxy qui va vous permettre de travailler commodément, même si vous avez un ordinateur assez costaud. Merci Daniel pour toutes ces précisions. On va revenir sur la configuration, le setup avec les interfaces et les moniteurs, puisqu'il y a des questions qui sont arrivées. Donc Guy Bussoy, bonjour, nous dit: j'enregistre ma voix avec un micro sur un H4n dans une pièce insonorisée et je n'ai donc pas besoin d'interface audio. C'est une toute autre méthode que cela présenté dans le tuto. Mais là, Guy parle d'une captation de voix off. Mais pour faire un mixage et pouvoir avoir toutes les subtilités des pistes son, je pense qu'il faut quand même passer par les moniteurs. Il faut différencier deux choses. Il faut différencier la prise de son, proprement dite. Comment est-ce qu'on fait pour faire une prise de son sur un magnétophone, avec quel micro, etc. Et là, la configuration qui est proposée est parfaite pour la prise de son. Pour la prise de son de voix, pour une prise de son de voix off, c'est parfait. Mais pour la post-production,
dans le cadre de la post-production, avoir une interface audio directement connectée à l'ordinateur, c'est quand même quelque chose de très précieux. Alors maintenant, il y a des enregistreurs audio qui peuvent servir d'interface. Celui-là, je ne le connais pas suffisamment, mais je sais qu'il y en a certains qui peuvent se connecter en USB sur l'ordinateur et servir strictement d'interface audio, comme exactement le Focusrite dont je parlais précédemment. Alors le Focusrite, moi j'en ai un, donc alors effectivement je rejoins Guy, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Je ne passe pas par le Focusrite, par l'interface pour faire mes captations de voix off, parce que je ne veux pas enregistrer le souffle de mon ordinateur. Donc j'ai un Tascam et je passe par mon Tascam. Avec ordinateur, je suis dans la même pièce, mais je coupe toutes les sources de nuisances sonores qui pourraient intervenir au niveau électronique. Voilà. Oh bah oui, ça c'est une très bonne idée, évidemment, tout à fait. Si on a un ordinateur silencieux, comme il y en a certains maintenant, notamment, moi je travaille sur un Mac Mini, hein, par exemple. Bon, il fait pas un seul bruit, on n'entend absolument rien, et ça me gêne pas. Mais dans le cas de certains ordinateurs tours qui ont des ventilateurs, c'est évident que vous entrez dans votre pièce avec votre ordinateur, bon, il n'y a rien qui vous choque. Vous mettez le casque avec un micro, vous entendez un souffle pas possible et vous vous dites d'où ça vient et qu'en fait c'est l'ordinateur. Effectivement, c'est très perturbant. Et là, tout à fait raison, il faut dissocier les deux. À quelle distance doit-on mettre les enceintes du mur? Oui, je dis 1 mètre au minimum. 1 mètre minimum. 1 mètre quel que soit le minimum. type d'enceinte. Ah, quel que soit le type d'enceinte, absolument. Tout simplement parce que autour de l'enceinte apparemment, on se dit que elle diffuse à partir des haut-parleurs qui sont en façade. Donc elle diffuse vers nous. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que le son se déploie tout autour de l'enceinte. Hein. L'enceinte n'est pas strictement unidirectionnelle. Elle diffuse sur un cône plus ou moins large. Les différentes réflexions sur le mur font que si vous plaquez votre enceinte sur le mur du fond, vous allez avoir une perte au niveau des réponses de certaines fréquences. Alors lesquelles, je ne sais pas, ça dépend de l'enceinte, ça dépend du revêtement de votre mur, ça dépend de plein de choses. Faites des essais justement, comme vous le verrez sur votre ordinateur, dans Fairlight par exemple. Vous verrez sur vos enregistrements, vous avez des plugins qui vous permettent d'analyser les fréquences. C'est-à-dire de vous rendre compte de la réponse dans votre enceinte, de vos enceintes, de la réponse des fréquences qui sont émises par l'enceinte. Alors, il faut mettre un micro devant, c'est un peu compliqué, hein, bon. Mais à ce moment-là, vous pouvez analyser le meilleur remplacement pour votre enceinte. Si vous avez un micro, vous placez le micro dans votre enceinte, vous diffusez un son, par exemple un bruit rose, vous diffusez le son, vous l'enregistrez et vous regardez sur votre ordinateur comment votre ordinateur, sur ce plugin-là qu'on appelle un analyseur, comment il analyse le son qui a été capté par le micro. Et vous déplacez l'enceinte et vous verrez quelle est la meilleure réponse, qui doit être, sur un bruit rose, absolument linéaire. C'est intéressant. Bon, maintenant, c'est déjà quand même des réflexes un peu professionnels. Hein. Faut pas. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas faire ça, à moins d'avoir vraiment d'aimer beaucoup la technique. Hein. Disons que si vous placez vos enceintes à 1 mètre du mur, dans une pièce mate, dans laquelle il n'y a pas de carrelage, je pense que vous avez déjà quelque chose de très très bien qui peut vous permettre de travailler correctement. Les enceintes Yamaha ont des correcteurs derrière permettant de compenser un peu les effets comme ça. Bon, ça peut se faire. Hein. Il y a une autre règle aussi, je pense, c'est les mettre à hauteur d'oreille. C'est pour ça que mettre un petit pied, par exemple, pour les surélever un petit peu. Ah, vous devez être au sommet d'un triangle équilatéral de 60 degrés. Vos enceintes, si vous faites un triangle entre vos oreilles, les deux enceintes et votre emplacement par rapport aux enceintes, vous devez être au sommet d'un triangle équilatéral de 60 degrés. Voilà. Bon, c'est la meilleure configuration maintenant. Hein. Bon, faut pas exagérer. Disons que voilà, c'est le principe. C'est autre chose. À l'écoute, il suffit de reculer un peu son siège pour pouvoir. Voilà, exactement.
Alors c'est autre chose par contre pour ceux d'entre vous, je ne sais pas s'il y en a certains qui font déjà du multicanal. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a vraiment des impératifs qui sont beaucoup plus rigoureux et vous ne pouvez pas faire du multicanal en vous déplaçant devant vos enceintes un peu n'importe comment. Là, il faut vraiment une configuration très rigoureusement installée. Voilà. Enfin, je suppose que ça ne concerne pas beaucoup d'entre vous. Gilles Monod posait aussi une question, pourquoi enceinte de monitoring active, les préamplis des enceintes actives ne font double emploi avec les préamplis de l'interface USB ou pas? Ah non, l'interface n'a pas de préampli. L'interface a un préampli pour le micro, mais c'est pas du tout un préampli qui va servir pour l'enceinte, proprement dite. Elle a un bouton de volume, d'accord, mais c'est pas le préampli proprement dit de l'enceinte. Ça n'a rien à voir. Simplement, ce qu'il faut savoir, ce que je dis dans le petit tuto, c'est que les enceintes qui sont passives, c'est-à-dire les enceintes qui sont branchées à un amplificateur, elles sont colorées en général. C'est-à-dire que les enceintes qu'on vous vend dans une grande surface, elles vont, si vous observez justement la courbe de réponse en fréquence, vous allez avoir une courbe en général qui va être assez basse dans les graves, qui va un petit peu monter dans les médiums, un peu dans les aigus, qui va redescendre derrière. Enfin bref, une courbe qui correspond à ce qu'on imagine être les meilleures conditions d'écoute de la musique classique. Alors vous avez même quelquefois dans certains préamplis qui sont un peu sophistiqués, vous avez des possibilités d'écouter, d'avoir un réglage spécifique pour la musique classique, pour le jazz, pour le rock, etc. Voilà. Donc c'est une coloration. Et cette coloration, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas vous en servir, parce que vous avez besoin, vous, d'écouter un son dont la réponse est linéaire, c'est-à-dire qui ne favorise aucune fréquence les unes par rapport aux autres. Voilà, vous devez avoir une écoute neutre. Et à partir de cette écoute neutre, vous allez faire un travail de correction, mais seulement à partir de cette écoute neutre. Si vous faites un travail de correction à partir d'une écoute qui est déjà corrigée, vous allez aboutir à des choses qui sont pas satisfaisantes, quoi, tout simplement. Je crois qu'il y a une question là sur les questions de basse, non? Oui, Michel Jacob avait juste posé une question assez simple, assez courte. Question de basse avec les satellites et un point d'interrogation. Là, vous êtes tout à fait dans le type de l'enceinte du système haute fidélité qu'on vous vend plus ou moins cher dans les magasins et qui sont colorés, qui ne sont pas neutres. Voilà. Alors, il y a des caissons de basse qui sont affectés à des enceintes actives, comme celle dont je parle, mais ce sont des caissons de basse spécifiques. Ce sont des caissons de basse que vous allez trouver dans les magasins qui vendent du matériel audio professionnel, enfin du matériel audio de cette catégorie-là, et que vous allez effectivement pouvoir brancher éventuellement sur votre interface, mais qui, elles aussi, sont neutres, n'ont pas de coloration. Si vous achetez un kit complet chez Darty ou je ne sais pas chez qui, dans lequel vous allez avoir vos deux enceintes de monitoring, enfin vos deux enceintes gauche-droite, une enceinte centrale, les deux enceintes arrière et le caisson de basse, là vous êtes dans une configuration qui n'est pas du tout adaptée au travail de la post-production, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Il existe des petits kits, c'est peut-être aussi de ça dont il voulait parler, type Logitech, où là, je pense qu'il faut mieux éviter ce genre de choses. Par contre, si on a des problèmes de place ou qu'on veut se déplacer assez facilement, c'est les Eve Audio SC203, c'est du matériel allemand, qui est assez bien coté sur les forums. Et l'avantage, elles sont en USB. Donc on n'a même pas besoin d'interface audio. Voilà. Pour en finir avec les enceintes, il y a aussi une question là. Avant de passer, comme tu disais, Norbert, à Da Vinci, on pose la question des enceintes plutôt qu'un casque. Ah non, alors là, surtout pas, justement.
Le casque, c'est très bien d'utiliser votre casque si vous faites une prise de son de voix off dans votre studio et que vous voulez surtout pas passer le son de la voix sur les enceintes parce que sinon ça va faire un Larsen et que il va y avoir un décalage, donc ça sera insupportable. Donc le casque, c'est très bien. On peut parler du casque d'ailleurs juste après si vous voulez. Mais pour ce qui concerne le travail en post-production, vous avez absolument besoin d'être devant vos enceintes de façon à ce que, votre enceinte de gauche, elle va aller sur votre oreille de gauche, de préférence, mais elle va également aller sur votre oreille à droite. Peut-être un peu moins fort, évidemment, puisque votre oreille de droite est un peu plus loin de l'enceinte et un peu tournée sur le côté, mais vous allez avoir besoin de ce son qui se mélange un tout petit peu, si vous voulez, de ce son qui est reconstitué beaucoup plus proche du son réel que le son qui passe dans un casque qui strictement isole les deux oreilles complètement, dans lesquelles l'oreille de gauche n'entend que le son de gauche et l'oreille droite n'entend que le son de droite. Vous avez absolument besoin d'avoir devant vos enceintes de monitoring, un son spatialisé. Oui, spatial, quelque chose qui reprend un véritable espace. L'espace de votre pièce, même s'il est si elle est petite, même si elle est un peu exiguë, vous allez avoir besoin d'entendre tout ce que vous allez faire dans un son d'espace dans lequel vos oreilles entendent un peu tout, quoi. Même s'il y a évidemment une direction qui est privilégiée. Et puis autre chose, je vous déconseille fortement de faire de la post-production avec un casque parce que vous allez vous fatiguer très très vite. Ça va être insupportable au bout de quelques minutes. Vous avez absolument besoin d'un environnement naturel pour travailler, surtout que ça prend quelquefois pas mal de temps. On pourra également parler de ça si on a le temps, de la fatigue auditive. Mais c'est évident que la fatigue auditive sur un casque est beaucoup plus importante qu'avec des enceintes dans une pièce normale, déployée, comme on l'indiquait tout à l'heure. Le casque peut être utilisé pour caler des sons, des choses comme ça. Écouter des fois des choses en détail pour voir s'il n'y a pas un petit bruit qu'on a perçu, des choses comme ça, mais en aucun cas corriger avec le casque et faire du mixage avec le casque, il faut rester dans l'ambiance des enceintes. Absolument, absolument. Il faut absolument éviter ça. Alors, on dit un mot sur le casque, justement. Quand vous utilisez un casque, surtout sur une voix off, etc., utilisez des casques fermés. Alors, c'est un peu plus pénible que le casque ouvert, mais ce casque fermé, il vous met totalement à l'abri. Si le casque fait sortir du son, un casque ouvert fait légèrement sortir du son, on entend le son de l'extérieur. Donc à ce moment-là, vous avez une latitude qui est beaucoup plus restreinte pour faire votre réglage du micro, étant donné que le son du casque va être récupéré par le micro. Donc casque fermé, impérativement, de façon à être totalement étanche, enfin le plus étanche possible par rapport au micro quand vous enregistrez une voix off. On confirme à mon ami Xavier qu'il va falloir changer de maison, effectivement. Parce qu'il va falloir Mais on est tous pareils. Voilà. Changer de maison? Non, pourquoi changer de maison? Gilles Monod, vous laisse, tu en as déjà un peu parlé, mais comment voir la non-linéarité en réponse d'une paire d'enceintes hi-fi classiques? Mais donc ça, elles sont pas, par définition, elles ne sont pas faites pour le monitoring. Oui, par définition. Si vraiment, si vraiment notre ami là est un technicien qui aime beaucoup les manipulations sur le son, il y a quelque chose de très simple à faire. C'est que vous demandez à votre enceinte de diffuser un bruit, ce qu'on appelle un bruit rose. C'est-à-dire un bruit qui est parfaitement linéaire sur toutes les fréquences. C'est-à-dire que toutes les fréquences, depuis l'extrême grave à l'extrême aigu, sont diffusées avec la même énergie. C'est-à-dire si vous regardez le pic-mètre sera stable tout au long des différentes fréquences. Bon, alors, un moine tibétain, par exemple, en méditation. Voilà, par exemple. Donc, vous enregistrez ça avec un micro que vous placez devant votre enceinte, à 1 mètre de l'enceinte, à peu près. Vous l'enregistrez et vous la passez ensuite sur votre ordinateur. Et alors, vous allez dans Fairlight ou dans un autre logiciel, un logiciel de son, comme Pro Tools, comme Ableton, comme Reaper,
dans lequel vous avez un plugin qui vous permet d'analyser ce son, d'en analyser toutes les fréquences. C'est-à-dire que vous allez reproduire la réponse en fréquence de l'enceinte, que vous allez visualiser. Vous allez avoir depuis 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, vous allez avoir la réponse en fréquence. Vous allez voir que si votre enceinte, c'est une enceinte hi-fi, comme celle dont je parlais tout à l'heure, vous allez avoir une réponse en fréquence qui va faire différentes vagues, comme ça, qui va baisser dans le grave, qui va remonter un peu dans le médium, ensuite davantage dans l'aigu. Par contre, si vous avez une enceinte de monitoring comme celle dont on parle, vous devez avoir une enceinte linéaire, c'est-à-dire une droite. Si ce n'est pas le cas, bon, une droite, il ne faut pas exagérer, hein, il y aura des petites, il y aura des petits endroits imparfaits. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre enceinte est mal placée. Donc à ce moment-là, vous allez déplacer votre enceinte jusqu'au moment où vous aurez cette réponse pratiquement linéaire. Et donc là, vous saurez que votre enceinte est bien placée et que la réponse en fréquence que vos oreilles reçoivent, elle est satisfaisante. Pour en finir avec ces enceintes de monitoring, je crois savoir qu'il faut privilégier les modèles qui attaquent dans les basses fréquences, par exemple 30 à 50 Hz. Certains modèles commencent seulement à 100 Hz. Voilà. Il faut faire attention à ça. Exactement, c'est très important d'avoir une réponse en fréquence qui descend très bas. Qui descend quasiment à 30, oui, enfin pas 20 parce que quand même, 20 c'est quand même Et encore, certaines enceintes de très grande qualité sont capables de restituer aussi bien dans des très très basses fréquences dont on n'a quasiment jamais besoin, il ne faut pas exagérer, hein, bon. Mais quand même, il y a quand même des harmoniques inférieures qui sont très importantes et dont il faut tenir compte. Oui, parce qu'on entend beaucoup des fois dans des mixages, des infrasons, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle les harmoniques inférieures. Normalement, les harmoniques, c'est dans l'aigu, hein, c'est au-dessus. Mais en fait, il y a des harmoniques inférieures. Il y a des harmoniques qui descendent. C'est-à-dire que vous avez un son, par exemple, à 300 Hz, par exemple. Eh bien, ce son à 300 Hz, même s'il est ponctuel, même s'il est pile à 300 Hz, vous allez avoir quelque chose dans le grave qui va résonner quelque part. Qui va introduire justement, qui va être restitué. Michel Jacob nous citait, les satellites ne descendent pas dans les extrêmes graves. Aussi, on a tendance à pousser les graves et lorsque l'on diffuse dans une salle de cinéma, on se rend compte qu'il y en a trop. Voilà. Voilà, ça c'est la très bonne démonstration de la nécessité de ces enceintes-là qui ont une réponse en fréquence complètement linéaire. On sait ce qu'on fait. Et on le fait à bon escient. On va revenir sur le logiciel DaVinci, puisque Gilles voulait savoir, notamment peut-être surtout au niveau du son, quelle serait la grosse différence entre la version payante et la version gratuite? Alors la version payante, concerne, à mon avis, enfin je ne la connais pas parce que je ne l'ai pas achetée, hein, moi j'utilise la version gratuite, mais ce que j'en sais, c'est que la version payante utilise des effets essentiellement pour le compositing. Il y a un onglet dans DaVinci qui s'appelle Fusion et qui introduit des effets au niveau, alors un petit peu comme After Effects si vous voulez. C'est le pendant en fait d'After Effects qui introduit des effets, qui permet de faire des manipulations 3D, vous voyez, des choses comme ça, des choses qui permettent de faire des films comme on en voit aujourd'hui avec plein d'effets, des choses comme ça. Et effectivement, la version payante vous donne accès à ces effets assez sophistiqués, notamment les effets 3D, que la version gratuite n'a pas. Et le 4K? Oui, et le 4K, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre, pour faire light, pour le son Avec une différence avec quoi? avec la version payante. C'est pas... Ah non, au niveau du son, je crois pas. Non. Certainement pas. Certainement pas. Est-ce que tu connais un peu le budget de la version payante? Je crois que c'est pas très cher. Hein. C'est 350 €, je crois. 350, non, 400. Moins de 400 €. 400 €. Moins de 400.
En sachant que c'est définitif, une fois que c'est payé, quoi. On n'a pas... C'est ça. En plus de ça, c'est pas un abonnement mensuel, ce qui est vraiment bien aujourd'hui, parce que c'est insupportable, tous ces logiciels qu'il faut payer chaque mois. Là, c'est une fois pour toutes. Et ça comprend les mises à jour. Et ça comprend les mises à jour. Elles sont très fréquentes. On est à la version 18.3 là. Hein. Et dans la version gratuite, comme la version payante d'ailleurs. En gratuit, on est à 18.3. Et on peut tout à fait travailler une bande son sur Fairlight et après la réinjecter dans un autre logiciel. Oh oui. Quel intérêt? Alors simplement, le problème, c'est que Fairlight n'est pas autonome en ce qui concerne le son. Comme Pro Tools par exemple. Pro Tools par exemple, vous pouvez faire de la musique strictement. Hein. Il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui, surtout dans les musiques amplifiées, dans les musiques modernes, qui travaillent sur Pro Tools. Et ils n'ont pas besoin d'images, évidemment. Le Pro Tools accepte les vidéos, accepte de travailler en lien avec une vidéo, sur le son, j'entends, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, pour Fairlight, vous devez absolument avoir une vidéo derrière. Quand vous rentrez vos rushs, vous commencez par rentrer les rushs d'images, vous avez le son évidemment, et là, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans Fairlight. Mais si vous n'avez pas d'image du tout, si vous rentrez directement dans Fairlight sans avoir d'image, vous allez avoir quelques petits problèmes, quoi. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est fait pour la post-production à partir de l'image. Si vous voulez vraiment faire de la post-production à partir du son, strictement, hein, je sais pas, peut-être qu'Alain peut nous dire des choses là-dessus, parce que tu fais beaucoup de sons, toi, Alain, sur... Oui, on utilise comme que les logiciels que tu disais, là, qui sont parfaits, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Il va pas aller dans Fairlight pour faire ça. Non. Certainement pas. Certainement pas. Il aurait tort. C'est pas fait pour. Il y a Adobe Audition qui permet on n'est pas obligé d'utiliser la vidéo, on peut l'utiliser, mais on peut aussi travailler qu'avec le son, avec Adobe Audition. Oui, mais Audition, quand il fonctionne avec Premiere, c'est qu'il est souvent en Dynamic Link. C'est-à-dire qu'il est relié, mais c'est quand même deux logiciels indépendants. Même si on peut effectivement, dans Audition, importer également la vidéo. Exactement. Ouais. Si vraiment vous voulez travailler sur le son indépendamment de l'image, c'est sûr qu'il vaut mieux aller vous orienter vers d'autres logiciels. Bon, évidemment, il y a Pro Tools, mais bon, c'est vraiment une grosse usine. Hein. C'est assez compliqué, et puis ça coûte cher. Par contre, vous avez des logiciels gratuits qui sont pas mal, comme Reaper. Reaper, c'est pas mal. Vous avez d'autres logiciels comme Ableton, qui sont pas mal aussi, qui sont très utilisés par justement les gens qui font de la musique, d'aujourd'hui, quoi, on va dire, hein, du rap, des choses comme ça. Ils sont tous là-dessus. Là, vous avez un autre choix. Voilà. Mais là, le Fairlight, il est vraiment ciblé sur ce que vous allez faire en amont, au niveau du montage image. Il y a Audacity qui est un gratuit, avec quelques plugins dedans, qui est pas mal foutu du reste. Oui, c'est ça. Simplement, il n'y a pas un embarquement de la vidéo au-dessus. Hein. Pierre Arsène nous dit Reaper accepte une piste vidéo. Donc, voilà, c'est ça, il accepte une piste vidéo. Et non seulement il accepte, mais il est très souple dans son utilisation, c'est-à-dire que vous pouvez couper l'image. Si par exemple vous voulez travailler sur une seule partie, que vous voulez en éliminer une autre, vous pouvez couper l'image dans Reaper, il l'accepte. Ce que Pro Tools ne veut pas faire. Reaper, c'est un Pro Tools, c'est le Pro Tools du pauvre, hein, on va dire. Voilà, le pauvre parce que c'est gratuit. Mais il n'est pas très simple non plus, hein, Reaper. Au départ, pour le configurer, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Mais tu as fait un petit tuto là-dessus d'ailleurs. Oui, j'ai fait un tuto. Oui. Ouais. C'est de logiciels compliqués. Il faut vraiment rentrer dans le son, avoir une vraie passion, quoi, pour le son, pour se lancer là-dedans, parce que alors que justement sur Fairlight, vous verrez, l'accès n'est pas très très compliqué sur Fairlight. Il y a 2 ou 3 choses à savoir, mais vous allez vous en sortir assez facilement, surtout pour des gens qui sont à l'aise comme vous l'êtes, hein, sur le montage, avec les logiciels de montage et montage image, mais aussi montage son. Hein, dans les logiciels de montage image, vous avez une partie son quand même, hein, qui dans la timeline, vous gérez vos pistes son. Hein, bon. Et ben, vous verrez que vous allez rentrer dedans assez facilement. Bernard nous dit que dans la version payante de Resolve Studio, il y aurait un module de débruitage qui n'existe pas dans la version gratuite apparemment.
Sinon, pour les différences, Xavier nous dit qu'effectivement, le 10 bits, les rushs 10 bits ne sont pas lisibles sur la version gratuite. Il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur Fairlight de plus en plus. Hein. Je vois dans le club, moi je suis un peu un dinosaure avec Edius, qui utilise des plugins de chez Acon Digital, Acon au niveau du son, qui sont pas mal, hein, mais c'est sûr que c'est pas aussi puissant que Fairlight, quoi. Dans les tutos qui vont venir, tu vas vraiment nous faire rentrer dans le logiciel Fairlight. Alors pas le premier, pas tout à fait le premier, parce que le premier, on va s'occuper du montage. Or, le montage de base, c'est quelque chose qui est très lié par rapport au montage des images. Hein. On ne peut pas se dissocier les deux. Mais on va rentrer dedans déjà, oui, on va rentrer dedans bien sûr, mais un peu, comment dire, d'une façon relativement superficielle. On va rentrer vraiment dans Fairlight au tutoriel suivant, qui va concerner les corrections. Et donc là, on va vraiment explorer les possibilités du logiciel en termes de post-production son. Là, oui, vraiment. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le premier tutoriel que vous allez voir sur le montage. À la fin, je dis que dans le suivant, c'est-à-dire celui qui va concerner les corrections, on va rentrer dans les finesses du son. C'est ça qui est très intéressant. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Le reste, c'est le montage, bon, c'est très bien, c'est très important, mais rentrer dans les finesses du son, être capable, par exemple, avec une prise de micro-cravate. On a besoin d'utiliser le micro-cravate parce que finalement, on n'a pas pu utiliser la perche parce que le plan la caméra était trop éloignée, le plan était trop large. Le perchman, il n'a pas pu se rapprocher de l'acteur. Bon, donc on a mis un micro-cravate, et puis le son, bon, c'est un micro-cravate, alors c'est un petit peu... mais vous allez voir qu'on peut faire avec un son moyen quelque chose de tout à fait, tout à fait valable. Mais voilà, il faut le traiter d'une certaine façon, et c'est ce qu'on essaiera de faire, justement. Oui, donc on aura d'ici autour du 15 décembre, on aura ce tutoriel avec le direct qui va suivre en début janvier. Donc c'est à peu près le planning qui est mis en place. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut clore? Apparemment, on a dû balayer à peu près toutes les questions. Bon, je pense très impatient de la suite. Bon, je pense qu'on a bien avancé. De toute façon, c'était une première émission qui permet de mettre en place les grandes lignes. Donc, on va se retrouver. Donc, vous aurez le tutoriel donc, autour du 15 décembre. Et on se retrouvera en début d'année pour pouvoir refaire une émission en direct, pour pouvoir reparler de tous ces éléments et que vous puissiez poser toutes les questions qui vont bien, quoi. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Donc, tous les tutoriels qui vont suivre concernent le tournage de l'interview, hein, sur lequel j'avais fait un premier tutoriel concernant la prise de son, donc que vous avez vu, qui est en ligne, hein, que vous pouvez revoir. C'est évident que sur une interview, tout ce qu'on peut faire au niveau de la post-production, je ne parle pas tellement au niveau de la prise de son, parce que c'est quand même relativement complexe, comme vous avez peut-être pu le voir déjà, mais au niveau de la post-production, c'est quand même une configuration assez simple, hein, puisqu'on a une personne interviewée qui est immobile, qui ne bouge pas, des questions qui sont prévues à l'avance, bon. Donc on est dans un univers qui est assez, qui ne possède pas beaucoup d'imprévus, ce qui n'est pas du tout le cas en fiction. Donc, en vérité, c'est ce dont on discutait ensemble tout à l'heure, avant qu'on vous retrouve tous à l'antenne. Ce qui serait intéressant, c'est de faire de la post-production, de l'analyse de la post-production sur une fiction. Parce que là, on va être dans une situation beaucoup plus compliquée, comme vous le savez certainement déjà, et dans lequel il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais ça, bon, ça sera dans un avenir un petit peu plus lointain. Voilà. Merci à tout le monde. Et puis on va pouvoir clore cette émission. Et donc, pour le prochain direct, on se retrouvera donc l'année prochaine. Donc on vous souhaite des bonnes fêtes et puis
Donc à l'année prochaine, n'oubliez pas de visionner le prochain tuto autour du 15 décembre. Voilà, merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci.